Alors bonjour à tous, pour aujourd'hui on va commencer en reprenant le TD3 et en réfléchissant à la question 5, qui est donc aurait-on pu deviner les isolements et les équations utiles à écrire sans avoir à déterminer les 6 équations pour les deux isolements. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait la dernière fois en TD, c'est qu'on a appliqué la méthode systématique sur cet exercice et globalement on s'en est bien sorti. Petite remarque pendant que j'y pense, j'ai fait une coquille, c'est où? J'ai oublié, peut-être que je l'ai corrigé entre temps. Enfin, je vous l'ai mis sur le forum, mais de mémoire, quand j'ai recopié les équations, j'ai marqué une bêtise dans les moments. Je sais plus où c'est. Ah, si, c'est là. Juste pendant que j'y pense, ici on n'a pas du A5Y5, mais on doit avoir du M25, du N25. Hop là, voilà. Juste petite coquille en passant. Donc reprenons. Voilà, et donc l'idée c'est plutôt que de faire cette longue méthode qui nécessite de faire plein de variations, etc., etc., et d'écrire plein d'équations, est-ce qu'on peut, de façon plus intuitive, trouver quels isolements et quelles équations écrire, ou quel théorème, si par exemple on utilise le théorème du système soumis à De Glisser. Donc on va ensemble refaire tout le raisonnement sur ce système. Donc, première étape, avant toute chose, c'est de commencer par faire un graphe de structure. Donc c'est pour ça que je suis reparti de la question 1 là. Donc je vous rappelle, un graphe de structure, c'est d'abord un graphe de liaison, comme en séquence 4, sur lequel on vient rajouter donc les informations de chargement, que par habitude j'aime bien noter en rouge pour les distinguer. Donc là on a le couple moteur entre notre pièce 4 et 2, et on a donc l'effort exercé par le mammographe sur la pièce 5. Ok. Alors une deuxième étape que vous pouvez faire, soit on va dire à ce niveau-là, soit un tout petit peu, enfin soit un peu après dans le raisonnement. Je vous encourage à le faire à ce niveau-là au début. Ça vous aidera peut-être à réfléchir aux isolements. C'est d'écrire les différents torseurs des actions mécaniques. Alors, de temps en temps, ce sera comme ici vraiment demandé dans la question. Et si c'est pas demandé, ça vaut le coup de les écrire rapidement au brouillon, notamment pour repérer les différents zéros sur les torseurs d'actions mécaniques transmissibles par les liaisons. Donc voilà, donc là je pars d'ici. Et maintenant, on va réfléchir. Alors, première question à se poser, c'est qu'est-ce que... Alors, je vous rappelle l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qu'on isole, quel théorème on utilise. S'il faut un point pour le théorème, en gros, si on utilise le théorème du moment statique, préciser le point. Et pour le TMS et le TRS, préciser quelle projection on va utiliser dans la base. Donc là, on n'a que la base 2. Pour obtenir une relation entre quoi et quoi. Mais le but du jeu, c'est de ne pas faire de calcul. Ok, alors, déjà, première étape de la réflexion, se poser la question, est-ce qu'on a une chaîne ouverte ou pas? Je vous rappelle, on a vu dans le cours que si on a une chaîne ouverte, ça va très vite et c'est très facile. Voilà, si je regarde mon graphe de liaison, enfin mon graphe de structure, mais c'est la partie graphe de liaison qui m'intéresse, je pars de 2. Oups. Ok, donc je pars de 2, je vais à la pièce 5, à la pièce 4, et je retourne à la pièce 2, en suivant les liaisons. Donc là, j'ai une chaîne qui est fermée. Bon, alors vu que c'est une chaîne fermée, je sais déjà que ça va être un petit peu plus compliqué. Ok. Et je sais aussi que du coup, il y a des chances que moins de personnes traitent la question, et donc je peux gagner encore plus de points par rapport à mes voisins le jour du concours. Ok, alors maintenant qu'on a réfléchi à ça, deuxième étape, là ce qu'on cherche, je vous rappelle dans la question 5, si je l'écris, ce qu'on cherche c'est une relation, je vais appeler F, entre mon couple et mon effort grand F. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir trouver une relation scalaire qui nous lie C à grand F. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, forcément dans mes isolements, je devrais couper entre 2 et 4. Puisque, si je reprends le symbolisme que j'utilisais précédemment, nous, ce qu'on cherche, c'est une relation entre là où je mets des petits triangles. Donc, mon couple C et mon effort F. Ok. Donc ça veut dire que nécessairement, à un moment, pour faire apparaître mon couple, il faudra que je coupe à ce niveau-là. Donc, entre 2 et 4, j'aurai une frontière de mon isolement. De même, à un moment, pas le choix, il faudra que j'isole. Peut-être passer par mon triangle, histoire de fixer les idées. De même, il faudra à un moment que... on va peut-être changer de couleur, parce qu'on ne sait pas a priori si c'est le même isolement. À un moment, il faudra que j'isole 5. Ok. Alors, une première idée, ça peut être de se dire, ok, est-ce que je peux pas faire d'une pierre deux coups?
est-ce que je pourrais pas isoler 4 plus 5 ? En général, ça vaut le coup quand même d'y réfléchir 15 secondes. Hein. Ça marche pas tout le temps, mais alors quand ça marche, c'est quand même jackpot. Ok, alors si on isole 4 plus 5, on peut déjà réfléchir ensemble à quelles sont les équations du PFS qui me feront apparaître mes différents chargements. Donc si je veux faire apparaître mon couple C, alors si je regarde dans mes torseurs, mon couple C, il apparaît à ce niveau-là. Donc là, j'ai pas le choix. Ça veut dire qu'il faudra forcément que j'écrive le théorème du moment statique porté par Z2. Par contre, vu que c'est un torseur couple, j'ai le choix du point, puisque je vous rappelle que ce torseur couple, si j'exprime en n'importe quel autre point de l'espace, il n'y aura pas de souci. Ok, mais du coup, a priori, pour lier mon couple à autre chose, il faudra nécessairement que j'écrive un théorème du moment statique porté par Z2. Ok, maintenant, si je cherche où apparaît ma force F, alors ma force F c'est mg, du coup je peux peut-être juste ici dire, au lieu d'écrire F, j'écrire que j'aimerais bien la relation avec mg, mais ça revient au même. Où est-ce qu'apparaît mg ? Mg, il apparaît à ce niveau-là. Ok, donc comment est-ce que je peux faire apparaître facilement mg ? Alors, il y a une première évidence, ça serait un théorème de la résultante statique. Je vous rappelle que le vecteur qui est à gauche dans mon torseur, ce vecteur-là, c'est la résultante de mon action mécanique de la Terre sur 5. Donc le théorème de la résultante statique porté sur Z2. Ok, mais c'est pas hyper intéressant, puisque si j'écris un théorème de la résultante statique porté par Z2, je suis sûr que je ne ferai jamais apparaître mon couple. Bon, donc du coup, ça serait peut-être plus intéressant d'essayer de faire en sorte de faire apparaître mon moment, de faire apparaître ma résultante dans mon moment, en fait, en déplaçant mon point. Encore une fois, si je reprends sur le schéma cinématique, là j'écris le torseur au point A, et effectivement, au niveau du point A, votre force, elle ne génère pas de moment. Par contre, si je calcule si j'exprime mon torseur d'action mécanique de la Terre sur 5 au point O5, au point N5, au point O4 ou au point Q, par exemple, cette force va me générer un moment, puisque j'aurai un bras de levier. Ok, donc a priori, on pourrait se dire, tiens, ça peut être intéressant, peut-être, d'utiliser le théorème du moment statique, donc on a dit projeter sur Z pour bien faire apparaître mon couple, ici, mais a priori, pas au point A, mais ailleurs. Alors, sans poser les calculs, est-ce que vous voyez le problème ? Je vous laisse y réfléchir 5 secondes. Petite parenthèse, vous avez le droit de mettre en pause pour vous laisser le temps de la réflexion. Ok. Alors, le problème, c'est que là, mon effort, si je regarde mon effort, il est porté par Z2. On le voit ici aussi, ma résultante, elle est portée par Z2. Donc ça veut dire que quand je vais faire ma formule de Varignon, quel que soit le point que je considère, qu'est-ce que je vais avoir ? Imaginons que je prenne ça pour un point B quelconque, je vais avoir un moment en B, égale donc moment A, qui est un vecteur nul, plus BA, attendez, moment en B égale moment, plus BA vectoriel ma résultante. Ok, mais vu que ma résultante, elle est portée par Z2, à ce niveau-là, je sais déjà que BA vectoriel Z2 sera nécessairement perpendiculaire à BA et perpendiculaire à Z2. Donc ça veut dire que la composante du moment le moment ne pourra pas avoir de composante suivant Z2, c'est impossible, j'aurai toujours un moment nul suivant Z2. Bon là ça veut dire qu'en fait, quel que soit le point où je déplace mon torseur, ce torseur-là, j'aurai toujours une composante nulle suivant Z2. C'est mal barré quand même. Donc là, ce que je suis en train de voir, c'est que mon isolement de 4 plus 5, a priori, qui aurait pu être une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Ok, donc fort de ce constat, pourquoi j'ai fait un pointillé, c'est plus galère à gommer. Force de ce constat, on sait qu'on va pas pouvoir isoler 4 plus 5. Bon. Alors on va réfléchir maintenant à ce qu'on peut isoler. Alors je vous propose de commencer par réfléchir à la limite par le couple, pour essayer de trouver une relation avec le couple. Donc, on sait qu'on n'isole pas 4 plus 5, et on sait qu'on doit couper entre 2 et 4. En fait, là, du coup, on n'a plus le choix. Puisque, est-ce que j'ai le droit d'isoler 2 ? Non, puisqu'attention, là, je coupe au niveau du bâti. Et je vous rappelle qu'on n'a absolument jamais le droit d'isoler le bâti. Ok. Donc, partant de là, ça veut dire que je n'ai pas le choix, je dois isoler 4. Ok, donc on isole 4. Alors maintenant, une fois qu'on a choisi ça, on peut l'écrire déjà. Donc première étape de notre raisonnement, on isole
4. Alors oui, excusez-moi, j'ai oublié de vérifier quelque chose dans la démarche un peu globale, excusez-moi. Première étape, est-ce que c'est une chaîne ouverte? Non. Deuxième étape, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont soumis à 2 glisseurs? Il n'y a aucun système en fait qui est soumis qu'à 2 actions mécaniques. C'est pour ça que j'y ai pas passé trop de temps. Donc non. Bon, donc du coup, on n'a pas trop le choix, il faut aller un peu plus loin. Alors, combien de traits j'intersecte? J'intersecte ici ma pivot et j'intersecte ici mon hélicoïdal. Ok. Alors, on va réfléchir un petit peu. Mon couple, il est porté donc par Z2, ok. Et si je m'intéresse à l'action mécanique de 2 sur 4, je repère à ce niveau-là que j'ai aussi un 0. Tiens, ça peut être intéressant. Alors, je vais peut-être surligner en bleu vu qu'on raisonne sur l'isolement bleu. Hop, alors, tac, tac. Donc là, on aimerait bien relier le couple à ce niveau-là. Ok. Donc on voit que c'est le couple, il apparaît sur le moment porté par Z2. Et on voit qu'au niveau de notre pivot entre 2 et 4, bah tiens, on a un 0 ici. Encore une fois, c'est logique. Hein. Je vous rappelle que si un actionneur permet, dans l'idée de générer un mouvement, il faut bien qu'il y ait un degré de liberté associé à ce mouvement. Donc, c'est logique qu'on ait un 0. Mais bon, c'est toujours bien de le noter. Ok, et dans l'action mécanique de 4 sur 5, alors, là j'ai l'action mécanique de 5 sur 4, hein, en dessous, à ce niveau-là, mais je vous rappelle que le torseur d'action mécanique de 4 sur 5, pardon, de 5 sur 4, c'est moins le torseur d'action mécanique de 4 sur 5, donc au signe près, j'ai le torseur qui m'intéresse, donc en particulier ça ne changera rien à la forme. Ben là on voit que au point O5, on a du N45. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on écrit le théorème du moment statique, alors pour l'instant je n'ai pas encore trop réfléchi au point, mais en tout cas porté par Z2, je n'ai pas le choix pour faire apparaître mon couple. Ben, si je raisonne sur l'axe de ma pivot, hein, donc sur l'axe O4-O5, que je trace en rouge ici, donc c'est bien l'axe de ma pivot entre la pièce 2 et la pièce 4, j'aurai toujours ce 0-là qui apparaîtra. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Et auquel cas, ben, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une relation entre mon couple et N45. Bon, pourquoi pas? Alors après, N45, c'est pas trop idiot de le faire apparaître, puisqu'on se doute que quand on va isoler, du coup, après la pièce 5, on va pouvoir, ben, du coup, potentiellement essayer de faire apparaître ce N45. Donc c'est pas forcément idiot. Ok. Donc du coup, on va l'écrire. Donc là, ce qu'on fait, c'est on isole 4. On va appliquer le TMS. Donc il me faut un point qui appartient à l'axe de la pivot. Donc j'ai le choix entre O4 et O5. Petite remarque, hein, précédemment, j'avais écrit déjà tous mes torseurs au point O5. Donc du coup, je ne vais pas m'embêter. Je vais le faire en O5. TMS en O5. Comme ça, j'ai pas de variation à faire. En projection sur Z2. Ok. Et donc ça va me donner quoi? Ça va me donner une relation du type... Alors, au passage, cette relation, elle est très simple. Hein, mais, alors je vais pas appeler F, hein, je vais appeler ça H. Je vais avoir une relation entre N45 et C. Au passage, hein, on a même directement que C plus N45 est égal à 0. La relation, elle est quasiment triviale. Mais encore une fois, là, je ne m'intéresse pas vraiment à l'écriture de la relation. Je veux juste essayer de trouver la relation, elle va me faire apparaître quoi en fonction de quoi. Ok, donc j'ai une fonction de N45 et de C qui est égale à 0. Je peux l'écrire comme ça, par exemple. Ok, donc ça, qu'est-ce que ça me donne maintenant? Ben, ça veut dire, si je reprends mon... ici, que sur... donc ça, c'était mon premier isolement. Et globalement, maintenant, j'ai une information à ce niveau-là. Je vous ai dit, moi, quand j'ai une information incomplète, j'aime bien mettre un carré. Pour dire, tiens, là, je sais quelque chose sur l'hélicoïdal, maintenant. Je peux relier N45 à C. Ça peut être intéressant. Donc ça veut dire, voilà, potentiellement, cette action mécanique entre 4 et 5... Vous pouvez même préciser que ça, globalement, c'est lié, c'est N45, hein, que vous connaissez, à la limite, hein, pour vous aider. Là, je raisonne au brouillon. Voilà, là, j'ai vraiment une information intéressante sur N45. Ok. Bon, donc maintenant, il me reste à faire un autre isolement pour faire apparaître mon effort F. Donc, c'est l'isolement que j'avais commencé à écrire en vert. Alors, petite remarque, là, j'ai pas des milliards de possibilités. Je pourrais isoler 4 plus 5, mais on a justifié précédemment que c'est pas hyper intéressant comme isolement. Je peux essayer d'isoler potentiellement 5 plus 2, mais là, attention, j'ai surtout pas le droit de le faire, puisqu'encore une fois, j'ai pas le droit d'isoler le bâti. Du coup, pour la même raison, je peux pas isoler 2 plus 4 plus 5. Donc là, le seul isolement possible, c'est quoi? Ben, c'est 5.
Ok. Alors là, quand j'isole 5, que je fais mon inventaire des actions mécaniques, qu'est-ce que j'ai? Alors mon inventaire des actions mécaniques, hein, là, d'un point de vue raisonnement, je le fais en mettant justement mes petits points. Vous avez le droit, hein, c'est même plutôt bien de préciser ici, inventaire des actions mécaniques, et juste préciser à la limite sous forme torsorielle. Voilà, dire que on a l'action mécanique de, donc là c'était 2 sur 4, de 5 sur 4, et du couple, comment je l'avais appelé, du moteur sur... J'avais marqué une bêtise. Ok, tiens, je viens de voir que j'avais marqué une autre bêtise. L'action mécanique du moteur, elle se fait sur 4, hein, pas sur 5. Ok. Donc, l'action mécanique du moteur sur 4. J'ai écrit comme un pied, mais c'est pas bien grave. Voilà. Juste pour montrer que vous avez pensé à votre inventaire des actions mécaniques. Encore une fois, ça c'est du brouillon, donc on le voit pas forcément sinon que vous avez pensé à bien faire l'inventaire des actions mécaniques. Donc là déjà ce qu'on sait, c'est qu'on va isoler 5. Ok. Donc de même, on va faire l'inventaire des actions mécaniques extérieures à 5. Alors, qu'est-ce qu'on a comme action mécanique extérieure sur 5 ? On a l'action mécanique donc, de la pesanteur sur 5. Je sais plus où je l'ai écrit. Terre sur 5, voilà. Torseur de la Terre sur 5. On a l'action mécanique de 4 sur 5 au niveau de l'hélicoïdale. Et on a l'action mécanique de 2 sur 5 au niveau de la pivot glissant. Ok. Encore une fois, vu qu'on a déjà écrit les torseurs au-dessus, c'est pas la peine de les réécrire ici. Maintenant, il faut réfléchir donc à quelle équation on va utiliser. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, notre effort, il est porté l'action mécanique donc de l'extérieur sur 5, là, à ce niveau-là, c'est un glisseur dont la résultante est portée par Z2. Donc là, ce qu'on cherche, hein, cette fois-ci, on aimerait, donc je vais le faire en vert, on aimerait bien relier ce MG, qui correspond à mon F, hein. Ok, et on aimerait bien le relier, on a dit, dans l'idéal, à N45, ça serait quand même pas mal de réussir à trouver un lien avec N45. Alors là, on a un petit problème. Pourquoi est-ce qu'on a un problème ? Parce que N45, ça apparaît sur les moments Z, et je vous ai justifié juste avant que, a priori, notre effort F, vu qu'il a une résultante portée par Z, si je calcule le moment en n'importe quel point de l'espace, j'aurai jamais un moment avec une composante portée par Z non nulle. Bon, donc force de ce constat, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Ce qu'on peut se dire, c'est que ça serait quand même vachement pratique de pouvoir essayer d'utiliser quand même N45, d'une part, et d'autre part, d'essayer d'utiliser un degré de liberté de notre pivot glissant. Alors si on regarde notre pivot glissant, donc c'est l'action mécanique de 2 sur 5, elle apparaît là. C'est dans mon copier-coller que j'ai oublié le point ou je l'avais pas écrit, auquel cas c'est mal. Attendez. Savoir si je me... Ouf, c'est dans mon copier-coller que je l'avais pas écrit. J'ai eu très peur. Donc reprenons. Tac, coller. Je fais n'importe quoi. Toujours n'importe quoi. Ok. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque ici que au niveau du point N5, on a deux vecteurs nuls, enfin on a deux composantes qui sont nulles qui peuvent être potentiellement intéressantes. On a celle donc suivant au niveau du point N5, donc si je reprends mon schéma cinématique, au niveau du point N5 ou du point Q, hein, encore une fois si je raisonne sur l'axe de ma pivot glissant, on a donc le moment porté par Z2, mais encore une fois on a vu que le moment porté par Z2 c'était pas forcément hyper malin. Donc ça veut dire... Pourquoi j'ai surligné ces zéros là ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que a priori la composante... Ah pardon, excusez-moi, c'est que je me suis retrompé dans mes couleurs. Désolé. Ok, on reprend. Donc pour l'action mécanique de 2 sur 5, je disais, on a deux zéros qui peuvent être potentiellement intéressants, celui-ci et celui-là. Le truc, c'est que celui qui est à droite, ça représente donc encore une composante en moment suivant Z2.
Et encore une fois, ma force étant suivant Z2, on sait qu'elle ne générera jamais de moment suivant Z2. Donc a priori, je suis à peu près sûr que ce moment-là, je ne pourrais pas l'utiliser de façon intelligente. Donc là, plus trop le choix, il me reste la composante, en résultante suivant Z2. Encore une fois, c'est assez logique, hein. Vu que j'ai un chargement qui est suivant Z2 en résultante, c'est assez logique que j'ai un degré de liberté associé. Donc là, j'ai un degré de liberté qui correspond dans ma liaison pivot-glissant à ce 0. C'est bien donc une résultante suivant Z2. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, on est tenté d'écrire le théorème de la résultante statique portée par Z2. L'avantage, c'est que du coup, ça ne va pas me faire apparaître cet arc connu de liaison. Et donc, j'aurai plus que quelque chose entre mon effort et une composante de mon torseur d'action mécanique au niveau de mon hélicoïdal. On va commencer donc par écrire ça. Donc, on sait du coup qu'on va tenter, hop, je vais le grossir, un théorème de la résultante statique en projection, donc là il n'y a pas de point, je vous rappelle, en projection sur Z2. Et donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une relation que je vais appeler donc FG, j'ai oublié G, une relation que je vais appeler petit g entre du coup notre effort, donc mg, alors moins mg, mais bon, on s'en fout, mg, et donc la composante qui va apparaître dans le torseur d'action mécanique exercé par 4 sur 5 en résultante suivant Z2, donc c'est Z45. Donc je vais avoir une relation entre mg et Z45. Ok, qui est égal à 0. Alors, là on a pas mal progressé, puisqu'on a une relation entre le couple et N45, le couple moteur et N45, une relation entre mg et Z45. Donc là, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il ne nous manque plus qu'à trouver une relation entre Z45 et N45. Est-ce qu'on a ça? Oui, on a ça. Alors, c'est pas vraiment un isolement à écrire, c'est simplement la relation dans l'hélicoïdal, puisqu'on sait que dans une liaison hélicoïdale, l'effort la composante de résultante, donc suivant le degré de liberté en translation, et la composante en moment, suivant le degré de liberté en rotation, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul degré de liberté, sont reliés par une relation cinématique, et du coup on a démontré précédemment que si la liaison est parfaite, ce qui est le cas ici, on va avoir aussi une relation entre donc le moment qu'on peut exercer au niveau de l'hélicoïdal et l'effort exercé au niveau de l'hélicoïdal. Ok, donc du coup, on a une relation. Donc je vais juste la recopier. Moins P sur 2pi Z45 est égal à N45. Donc du coup, des relations, on va dire 1, 2 et 3. Donc 1 plus 2 plus 3. Alors quand je dis plus, c'est pas tellement une addition de relations. Donc on va dire de 1, 2 et 3. On peut en déduire du coup une relation F qui va nous lier notre couple moteur, qu'on appelle C dans ce sujet, et Mg, égal à 0. Ok, donc voilà, donc la question 5, en termes de rédaction, etc., c'est ça globalement qu'on attend. C'est qu'est-ce que je cherche? Première étape, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que je cherche? Deuxième étape, pour y arriver, à chaque fois, j'isole quoi? Un petit inventaire des actions mécaniques, parce qu'encore une fois, votre correcteur ne verra pas votre brouillon, a priori. Oups. Parce que votre correcteur ne verra pas votre brouillon. Ensuite, quel théorème? Si c'est le théorème du moment statique, en quel point? Et quelle projection? Et à partir de là, ça me donne une relation entre quoi et quoi. Point. Et une fois qu'on est passé là, on passe à l'isolement d'après. Rebelote. Qu'est-ce que j'isole? Inventaire des actions mécaniques, ces trois-là. Quel théorème? Donc là, vu que c'est le théorème de la résultante statique, il n'y a pas de point. Donc juste en projection sur quoi? Et qu'est-ce que j'obtiens? Après, il peut y avoir potentiellement une ou deux relations complémentaires. En gros, l'hélicoïdal, quelque chose près. Et du coup, partant de là, ok, c'est bon, j'ai gagné, je sais que je peux trouver ma relation. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que d'un point de vue équation d'équilibre, en fait, j'avais que ces deux équations à écrire. C'est tout. Donc ce qui fait que, partant de là, maintenant, en termes de rédaction, si vraiment je veux mener le calcul, ça va super vite.
ça va super vite. Je pourrais quasiment finir, bon, je peux largement finir sur très largement finir sur le bout de page qui me reste, puisque j'ai juste à exprimer mon théorème du moment statique en O5. Hein. Bah, allez, à la limite, soyons fous, on va le faire jusqu'au bout, hein, juste pour vous montrer la taille d'une rédaction. Donc, on va dire application de la méthode. On remarque, donc c'est parti. Première étape. Excusez-moi, petit souci de stylo. Ok. Première étape, on isole 4 TM. Donc, je le remarque juste, mais je le réécris pas. Inventaire des actions mécaniques, hein, tout ça c'est fait au-dessus. TMS en O5 scalaire Z2. Ça va nous donner, donc, tous mes torseurs étaient déjà exprimés en O5, donc je vais avoir directement C égale N45. C plus N45, je ne me cours pas dans les signes, est égal à 0. Ok, première relation, donc ça, je surligne, j'encadre, comme vous voulez, c'est ma relation 1. C'est parti, deuxième point. On isole 5, inventaire des actions mécaniques. Ok. Théorème de la résultante statique suivant Z2. Donc là, ça va me donner, hein, donc c'est ce que j'ai surligné en vert, moins mg plus z45 est égal à 0. Moins mg plus z45 est égal à 0. Bon, alors là, encore une fois, hein, les calculs sont vraiment triviaux. Donc c'est pour ça que on aurait pu le faire quasiment en même temps. Parfois, ce sera un peu plus tordu, il y aura des variations à faire, des projections, etc., un peu plus pénibles. Mais, encore une fois, l'idée c'est juste de voir qu'est-ce que je vais avoir en fonction de quoi, quand je réfléchis au début. Ok, donc ça c'est mon équation 2. Et pour finir, donc on a dit N45 qui est égal à moins P sur 2pi Z45. Donc je peux remplacer par exemple N45 dans la première équation. Donc ça c'est mon équation 3. Donc si je mets 3 dans 1, donc c'est mon équation 3. Alors, mais celle-là je la surligne, hein, mais elle n'est pas du même ordre, dans le sens c'est pas une équation qui vient du PFS. Hein. Donc si je mets mon équation 3 dans mon équation 1, je vais avoir le fait que C va être égal à P sur 2pi Z45, si je ne dis pas de bêtises de signe. Ok, et donc maintenant si j'injecte là-dedans la relation 2, je vais avoir, donc il me reste, donc je vais avoir, pardon, mg, que je vais passer de l'autre côté, qui est égal à z45, et z45 c'est 2pi sur p fois c. Truc dans ce coup-là, est-ce que c'est homogène? Oui, c'est homogène. Ok, et donc là on a bien trouvé une relation entre les deux. Alors est-ce que c'est ce qu'on avait trouvé? Peut-être que je ne l'avais pas écrit dans le même sens. C'est égal moins p sur 2pi mg. D'où vient ce point? Qu'est-ce que j'ai fait dans les signes? Excusez-moi, en voulant aller un peu vite, je suis allé un tout petit peu trop vite. Quand on isole 5, ce qu'on a ici, c'est pas Z45, c'est Z. Excusez-moi, c'est Z54, puisque, encore une fois, c'est l'action mécanique de... non, c'est l'inverse, excusez-moi, là on est bien Z45, c'est ici, on n'a pas du N45, on a du N54, vu qu'on avait isolé 4. Et N54, c'est égal à moins N45. Donc, en fait, ce qu'on a ici, c'est moins N45. Alors, peut-être je vais laisser N54 et dire que N54, c'est moins N45. Excusez-moi, j'avais pas prévu de le faire et du coup, je l'ai fait un petit peu vite. Du coup, on a un signe moins qui se promène. À quel endroit? Donc ça, c'est bon pour ce théorème. Donc ça, je peux le resurligner. C'est là qu'on a un signe qui se promène. Donc là, on a un plus et du coup, là, on a un moins. Ok. Voilà. Donc, bon, on a retrouvé normalement notre résultat. Encore une fois, hein, là, je me suis juste un petit peu embrouillé dans les signes en voulant le faire un tout petit peu trop vite. Encore une fois, il ne faut pas se précipiter dans les calculs quand on n'est pas à l'aise.
et vous connaissez mon amour des calculs. C'est juste pour vous montrer que si on a bien raisonné avant, notre résolution, elle nous a pris cette longueur-là. C'est quand même assez court si on compare avec ce qu'on a fait précédemment. Ce qu'on a fait précédemment, on va dire que bon, il y avait cette partie-là, mais en gros, voilà, tout le théorème, tout le TMS, puis on isole 5, ok, on fait du PFS, on a dû faire du Varignon. Au passage, petite remarque, là, on n'a pas eu besoin d'utiliser Varignon. 2 fois Varignon avant d'écrire toutes les équations, puis tout le système, puis dans ce système repérer les équations intéressantes. Alors la fin ressemble, les 2 dernières lignes. Mais je pense que vous voyez quand même que d'un point de vue condensation sur la copie, on est quand même pas mal. Voilà, donc l'idée c'est que si vous raisonnez bien en statique, vous aurez moins de calculs à faire. Et globalement, vaut mieux perdre un tout petit peu de temps sur le raisonnement au début plutôt que de partir bille en tête, allez c'est parti, j'isole, j'écris toutes les équations. Parce que dès qu'on aura un peu plus de solides, ça va devenir quand même très vite pénible. Là encore une fois, on n'avait que 2 solides, donc ça allait quand même assez vite. Dès qu'on va avoir 3, 4, 5 solides, ça va être l'angoisse. Ok, donc bon, voilà, je vous laisse là-dessus pour le TD3, et on va donc après attaquer le TD4 dans une autre vidéo. A tout de suite.